Il n'aura fallu à Rockstar que cette simple image pour faire comprendre à tout le monde que Red Dead Redemption 2 était dans les tuyaux, un logo sur un fond rouge. Et si on a eu des screenshots et un trailer depuis, ce minimalisme dans la communication témoigne tout de même de la confiance qu'a la marque dans sa licence. Et au regard des réactions des joueurs face à cette annonce, force est de constater qu'effectivement, sa cote de popularité n'a pas vraiment chuté. Et comme ça fait déjà 7 ans que le premier Red Dead Redemption est sorti dans nos contrées, je me suis dit qu'en attendant de voir ce que le 2 aura à nous offrir, ça valait peut-être le coup de se replonger dedans. Non pas pour vérifier si c'est encore un bon jeu, parce qu'entre nous il n'y a pas vraiment de doute là-dessus, mais plutôt pour comprendre pourquoi il fait toujours office de référence pour de nombreux joueurs. Parce que si l'argument qui revient le plus souvent est son open world, il y a quand même une sacrée tripotée de jeux basés sur ce principe qui sont sortis depuis, à tel point que certains en sont venus à considérer l'open world comme un genre à part entière. Qu'est-ce qui fait donc que ce Red Dead reste en haut du panier? Bah, je sais pas, je l'ai pas fait moi. Et ben c'est ce que je vais essayer de voir dans ce nouvel épisode de Game Next Door. En plus, j'aime pas les westerns. Red Dead Redemption est donc un jeu sorti en 2010, développé par Rockstar San Diego et édité par Take-Two Interactive, maison mère de Rockstar Games. Il est officiellement la suite de Red Dead Revolver, sorti en 2004, développé et édité par les mêmes entités. Et si je dis officiellement, c'est parce que dès qu'on y regarde d'un peu plus près, les deux jeux ne partagent pas vraiment les mêmes propositions ni les mêmes ambitions. A l'origine, Revolver est un jeu financé par Capcom et développé par Angel Studio, qui deviendra Rockstar San Diego en 2002, après une acquisition par Rockstar. C'est un TPS un poil bourrin, et malgré un certain sens de la mise en scène, il peine à trouver le succès, que ce soit dans la critique ou dans les bacs de la Fnac. Mais Rockstar possède une nouvelle licence, et les têtes pensantes de la boîte que sont les frères Hauser et Leslie Benzies voient en elle une possibilité de porter la recette de GTA dans un univers de western, et c'est pour ça que même si Redemption partage un certain nombre de points avec Revolver, une bonne partie de son design renvoie à la série GTA, de sa structure à ses mécaniques de jeu, en passant par sa narration. C'est donc Leslie Benzies qui chapeaute le projet, en plaçant Christian Cantamessa qui a bossé sur San Andreas au lead pour le design, et le traditionnel Aaron Garbutt à la direction artistique. Et bien sûr les frères Hauser sont aussi dans la boucle, notamment Dan qui s'immisce dans l'écriture, et au bout de 5 années de production, de reports techniques et de périodes de crunch bien dégueulasses pour les développeurs, Red Dead Redemption arrive enfin sur PS3 et 360. Et à l'époque, on avait encore des super livrets dans les boîtes de jeux. Alors oui, ça tue des arbres, mais pour aller sur le trône, franchement, y a rien de mieux. Le jeu nous place donc dans le veston de John fucking Marston, un bon père de famille au passé de bandit de grand chemin. Sous la pression gouvernementale, il doit parcourir l'ouest plus ou moins sauvage pour retrouver ses anciens compagnons d'infortune et leur coller des bastos dans le buffet. Un prétexte relativement original pour nous faire traverser toute l'imagerie de ce qu'on appelle l'American Frontier, ses plaines, ses canyons, ses chemins naissants, ses villages sortis de nulle part, et la douce mélodie des... Comme dans tous les GTA, on y croisera une large galerie de personnages qui nous accompagneront et amorceront la majorité de nos activités. Un charlatan vendeur d'élixirs médicaux, une vieille légende de l'Ouest, une fermière déterminée ou un révolutionnaire à 2 balles, chaque personnage est travaillé et apporte un angle de lecture supplémentaire à l'univers du jeu. Toutes les missions sont structurées entre des promenades à double poney et des fusillades rythmées à la Winchester et au canon scié. On est sur un TPS assez classique, couverture et allumage de calvitie naissante, mais aussi sur des phases un peu plus inédites qui mélangent justement l'équitation et le shoot. Une fois qu'on a pris le coup de main, ça fonctionne super bien, les feedbacks visuels et sonores sont très réussis, et on prend un vrai plaisir à délester les canassons de leur jockey à coups de carabine. D'ailleurs, dans toutes les images que vous voyez, il y a de la visée assistée, parce que je pouvais pas capturer, du coup j'ai tout pris sur le net. Et c'est un truc cool si vous voulez pas vous faire chier, mais ça diminue forcément l'intérêt des combats, surtout à cheval. Je mentionnerai aussi le Dead Eye, une capacité qui permet de ralentir le temps et de locker les ennemis. Ça permet de se sortir de situations compliquées, mais c'est vrai qu'on peut en abuser et nettoyer une zone en quelques secondes. Et puisqu'on est dans les reproches, il faut admettre qu'il y a une inertie un peu particulière dans les déplacements du personnage. On s'y fait assez rapidement, mais ça crée régulièrement des petits soucis de collision, et certains combats peuvent tourner au vinaigre parce qu'on n'a pas pu se mettre à couvert correctement, ou qu'on s'est bloqué bêtement contre l'arête d'un mur. Et bien sûr, le jeu a son lot de petits bugs, mais on était en 2010. C'est vrai que maintenant il n'y en a plus du tout. Red Dead Redemption s'attache donc à nous faire vivre tout ce qu'on peut attendre d'un western, et en ce sens, c'est un jeu extrêmement cinéphile. Les frères Hauser ont grandi en matant des films de gangsters et des westerns spaghetti, le tout sur un fond de punk rock et de hip-hop, et c'est tout ce mélange de culture qui a imprégné leur production, et ce depuis les débuts de la série GTA. Bien sûr, c'est d'abord une pléthore de références, de clins d'œil et d'easter eggs qui vont du nom des missions jusqu'à des petits éléments cachés par-ci par-là. C'est aussi cette façon de créer des personnages, des histoires et de faire des centaines de petites cutscenes dont les dialogues et les cadrages renvoient à tel ou tel plan de tel ou tel film.
mais c'est surtout un immense référentiel pour la construction de leur monde ouvert, et c'est particulièrement vrai pour Red Dead Redemption. Chaque lieu, chaque point d'intérêt est issu d'un imaginaire dessiné par des westerns comme La Horde Sauvage de Sam Peckinpah ou Impitoyable de Clint Eastwood. Et c'est pas seulement esthétique, parce que si les décors servent à poser une ambiance particulière, ils servent avant tout la mise en scène du gameplay du jeu. Et je vais peut-être m'expliquer un peu plus là-dessus. En fait, tous les lieux mythiques que Rockstar ont implémentés dans leur jeu sont amenés à devenir, à un moment ou un autre de l'aventure, le théâtre de l'action. Et tout y passe. Embuscade dans un canyon, attaque d'un train arrêté en gare, prise d'un camp de prisonniers en haut d'une falaise, survie sur un radeau qui descend une rivière, ou encore tour de Space Mountain version ruée vers l'or dans une mine abandonnée. Tout ça est bien sûr scripté et scénarisé, mais ça crée des situations de jeu très variées, et ça permet d'exploiter toutes les possibilités des mécaniques de TPS et de course à cheval. Et à côté de ça, il y a bien sûr tous les espaces ouverts. À la différence des GTA qui prennent place dans des villes et s'articulent donc forcément autour de votre circulation, Red Dead dispose tous ces lieux caractéristiques au milieu d'un presque no man's land qui s'étale sur toute la map. Et si on pourrait hâtivement juger la chose comme étant problématique, ces espaces vides ont pourtant eux aussi une importance capitale dans la construction du monde. Ils donnent l'illusion de la distance au joueur et lui permettent de se l'approprier comme un seul ensemble cohérent, et ce, même si en 10 minutes on passe des terres sèches du Nouveau-Mexique aux forêts enneigées du Canada. À bien y réfléchir, le monde de Red Dead Redemption est construit comme un décor, au sens le plus cinématographique du terme. C'est un environnement monté de toutes pièces pour accueillir l'action. C'est un open world pensé entièrement comme un support à l'expérience. Et ça, c'est normal en fait. C'est normal parce que l'open world c'est juste une façon de faire du level design, et que le level design est un outil au service du game design, et donc de la proposition générale du jeu. Et pourtant c'est à mon sens ce qui fait la différence avec de nombreux open world sortis depuis 2010. Si vous relisez les tests consacrés à Redemption de jeuxvideo.com, Gamecult et Gameblog, vous constaterez que seul Gameblog emploie l'expression open world. À cette époque, on commence à peine à envisager la chose comme une réelle case dans laquelle ranger des jeux. On parle plus facilement de bac à sable ou de GTA-like. C'est par la suite que l'expression va gagner en popularité. Mise en avant par les communicants des éditeurs et approuvée par les portefeuilles des joueurs, l'open world finit dans toutes les têtes et devient le meilleur argument de vente depuis le nombre de polygones. And he asks, how much freedom do you have to explore the game's world? Great question, great question. Far Cry is all about freedom. It's all about exploration, discovery, action-adventure, an insane cast of characters, hallucinations, and not one, not two, not three, but an entire archipelago of islands for you to discover. And that's just single player. Le problème, c'est qu'en devenant un argument de vente, l'open world devient une finalité, un objectif à atteindre, et la conception même des jeux s'en voit affectée puisqu'il ne s'agit donc plus de penser un level design pour servir une idée de jeu, mais de penser une idée de jeu pour servir un level design. Et c'est d'ailleurs probablement pour ça que certains en sont venus à parler du genre open world, parce que dans le paysage vidéoludique, c'est devenu un truc très codifié auquel on associe plein de ficelles parfois assez grossières. Ah, ça tape sur Ubisoft, monstrueux et subversif. Alors oui, ce serait effectivement mérité, mais on va plutôt s'attaquer à un jeu dont j'ai déjà dit du bien, Horizon Zero Dawn. Quel accent! Le jeu de guérilla a sans aucun doute de grandes qualités, son moteur de jeu qui tourne comme un charme, son univers entre le post-apo et le pré-humano très réussi, et comme nous l'avions déjà évoqué ici, ces dinos-robots contre lesquels on se péta, ayant tous des patterns et des spécificités bien distinctes. Mais au-delà de ça, le jeu souffre de tout ce qu'il essaie de faire pour rentrer dans la case du bon AAA open world des familles. D'abord, le monde est rempli de merdouilles à récupérer, des plantes, des morceaux de ferraille, des améliorations, des munitions, et bien sûr des collectibles planqués à l'arrache. On passe son temps à farfouiller des modes de terre et ça alourdit pas mal la navigation et le sentiment d'immersion. Ensuite, Horizon veut être un RPG, ça veut donc dire de la gestion de personnages, des dialogues à choix et des quêtes à foison. Et si tout ça fonctionne, il n'y a pas non plus de grande réussite. L'arbre de compétences est générique au possible et n'encourage pas à construire un build spécifique. Les dialogues sont assez lisses et même s'il y a des bonnes idées sur les personnages, ça traîne bien la patte sur la longueur. Quant aux quêtes, certaines sont plutôt bien amenées, mais la majorité reste dans la catégorie du « on le fait parce que ça rapporte de l'XP et du loot ». Enfin, et c'est là le plus gros problème pour moi, le jeu s'empêtre dans une masse d'activités annexes systémiques que ne réunirait pas le plus feignant des Far Cry. Eh, doucement avec Far Cry. Je suis désolé, c'est parti tout seul. On y retrouve donc des zones de chasse à dominer, des zones corrompues à nettoyer, des camps de bandits à vider, des creusets à explorer, et bien sûr des tours à grimper. Même si dans ce cas-là, les tours sont des dinos et que ça sert même pas à dévoiler la carte. Et toutes ces activités, elles sont là pour faire d'Horizon un open world, mais pas un meilleur jeu. Elles remplissent la map, elles usent des mécaniques de gameplay, mais sans jamais chercher à les pousser plus loin. Pire encore, elles finissent par apparaître comme une corvée pour débloquer des compétences ou pour satisfaire un syndrome de complétionniste aigu. Et ça nuit bien sûr au rythme, mais ça dilue également les vraies bonnes idées du jeu dans une masse de contenu à l'intérêt relatif. Du coup, on a clairement cette impression d'avoir un projet qui est handicapé par sa nécessité d'être un open world dans le portefeuille de Sony. Je dis pas que Guerrilla n'avait pas envie d'en faire un, mais ça donne un jeu qui essaie de faire comme les autres, mais sans trop savoir ce que ça peut lui apporter.
Et c'est certainement pour ça que Breath of the Wild est apparu à tant de monde comme une révolution de l'open world, parce que le jeu de Fujibayashi s'est concentré sur ses mécaniques de jeu et son monde n'existe que pour permettre aux joueurs d'expérimenter avec. Tout a été fait pour retrouver le sentiment d'aventure procuré par le premier opus de la saga, et c'est donc cette intention qui a dicté le design du jeu. Et forcément, ça a tranché avec une bonne partie de la production qui, comme Horizon, s'embourbe dans des clichés de design sans réel propos. Il y a même qu'à voir la tronche du dernier Assassin's Creed qui, après une pause, revient avec un fourre-tout encore plus aberrant, avec du loot à la Witcher et des parades à la Dark Souls. Donc effectivement, on comprend que Zelda ait fait du bien par où il est passé. Cependant, il ne faut pas oublier non plus qu'il y a eu beaucoup d'autres jeux usant de l'open world avec justesse et avec une intention bien précise. Déjà en 2008, Burnout Paradise plaçait toutes ses courses dans un monde ouvert et permettait aux joueurs d'en apprendre les raccourcis et les subtilités, lui donnant réellement l'impression d'être un driver qui connaît sa ville. Je pense évidemment aussi à The Witness, qui est un tout petit monde ouvert, mais qui en fait un véritable bassin d'apprentissage. En parcourant le monde, on intègre librement mais empiriquement les règles des puzzles, jusqu'à pouvoir enfin affronter la montagne centrale et les épreuves plus complexes qui s'y trouvent. Et en prenant un Fallout New Vegas ou un Skyrim, vous verrez aussi qu'ils construisent leur open world pour servir des expériences bien différentes. Et si tous ces jeux sont des grands jeux, ce n'est pas parce que leur monde ouvert est seulement réussi en tant que tel, mais parce qu'il est adapté à la proposition qu'ils ont essayé d'amener. Oh putain. Évidemment, il nous faut aussi mentionner The Witcher 3 qui est entré avec fracas dans la cour des open world en 2015, et c'est vrai que l'ambiance et l'univers sont très travaillés et font de ce monde un terrain magnifique pour les aventures de Geralt. Cependant, en termes de level design pur, c'est très générique, et la map est quand même bien remplie de petits points pas toujours passionnants à cocher. Et puis en termes de navigation à cheval, le terrain est beaucoup plus touffu, ce qui fait que la visibilité est souvent obstruée par des arbres, des maisons ou du relief, et comme le monde est très vaste, on préfère enchaîner les voyages rapides que gérer notre monture souvent récalcitrante. C'est quand même surtout l'histoire qui vous retiendra. Et du coup, Red Dead, pourquoi c'est toujours une référence? Eh bien déjà parce qu'à l'instar des quelques jeux que j'ai mentionnés précédemment, le monde ouvert de Red Dead Redemption ne peut fonctionner que dans Red Dead Redemption. Il sert les fusillades, les courses à cheval, la narration et le rythme du jeu, tout en l'habillant d'une ambiance visuelle et sonore qui ferait frémir n'importe quel amateur des films de Sergio Leone. Il y a bien sûr des missions secondaires et des activités annexes, mais elles ne pullulent pas sur la carte et chacune trouve du sens dans la proposition globale du titre. Et surtout, leur qualité dans la mise en scène et l'écriture n'a rien à envier aux missions principales. On ne les fait pas pour débloquer un bout d'armure ou je ne sais quoi, mais parce qu'elles méritent d'être faites. Et il ressort de tout ça une espèce d'équilibre que peu de jeux aussi ambitieux sont arrivés à atteindre. Redemption, ce n'est pas une somme linéaire de plein d'éléments qu'on pourrait analyser et critiquer individuellement, c'est un ensemble de points qui forment une seule et même entité. Et au final, ce qui est le plus impressionnant, c'est que Rockstar soit arrivé à faire un vrai western en jeu vidéo, parce qu'au-delà de l'hommage au cinéma, c'est la grammaire vidéoludique qui leur permet d'offrir une nouvelle lecture de cette mythologie sur laquelle s'est construite l'Amérique. Du level design jusqu'aux personnages que l'on contrôle, tous les codes du jeu vidéo viennent servir cette proposition de faire vivre le fantasme du western. Et 7 ans plus tard, est-ce que Red Dead Redemption 2 saura renouveler une telle prouesse? Personnellement, je m'amuserais pas à miser une boule là-dessus. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, c'est toujours un plaisir de changer un peu la formule de GND et d'aborder un thème via le prisme d'un jeu en particulier, donc j'espère que vous aurez apprécié la chose autant qu'on a eu à le faire. Je vous renvoie également à notre page Tipeee, il y a pas mal de monde qui nous a rejoint sur YouTube récemment, et si vous appréciez la chronique, un petit tip ça nous aide grandement. On se retrouve bientôt je l'espère pour un nouvel épisode, cœur sur vos manettes et vos claviers. Alors ça t'a plu, t'as appris des choses intéressantes? Bah, c'était une bonne vidéo, mais t'as pas parlé d'Undertale.